Alors, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous donner 4 hypothèses concernant l'assassinat du guide libyen, le président Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Les 4 hypothèses sont les suivantes. La première, est-ce que l'assassinat du président libyen est lié au pétrole de son pays? Ou est-ce que, pour la deuxième hypothèse, son assassinat est lié au manque de confiance que les présidents de l'OTAN ont vis-à-vis du peuple, en tout cas des présidents africains, dans leur manière de gérer les conflits qui leur sont internes? Et la troisième hypothèse, est-ce qu'il n'y avait pas un agenda caché de la part des pays de l'OTAN pour empêcher la réalisation de l'Union africaine? Et la quatrième et dernière hypothèse, est-ce qu'il n'y avait pas de secret que détenait le président Muammar Kadhafi au point que les personnes concernées veuillent, ou en tout cas l'ont assassiné? Alors la première hypothèse, avant de dire la première hypothèse, essayons de recontextualiser les choses. Tout a commencé tout d'abord le 17 décembre 2010 dans la ville de Sidi Bouzid, où un jeune homme, un jeune vendeur de légumes s'est immolé par le feu. Il s'appelle Mohamed Bouazizi, à la suite d'une altercation avec la police. Cette situation a installé dans la population une sorte de malaise, ce qui s'est traduit par de vastes mouvements de contestation qui se sont finalement répandus partout au Maghreb, mais également au Moyen-Orient. C'est ainsi que plusieurs pays ont été touchés. Cette revendication, ou plutôt cette contestation populaire, a eu une sorte d'hierarchisation, en tout cas a eu une sorte de répercussion qui a engendré un certain nombre de décisions forcées à l'égard de certains présidents. C'est pourquoi le président de l'Égypte, Hosni Moubarak, le président de la Tunisie, Ben Ali, le président du Yémen, Saleh, ont déposé leur démission et ont quitté le pouvoir par force. En revanche, d'autres pays comme l'Algérie, le Maroc, la Jordanie ont pu négocier, ont pu encadrer cette revendication populaire en faisant un certain nombre de modifications, soit constitutionnelles, soit un changement de gouvernement. D'autres pays, par contre, comme la Syrie et la Libye, ça s'est traduit par de grandes conséquences. D'abord, restons sur le cas de la Syrie pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Cette revendication que l'on a appelée partout le printemps arabe a engendré au niveau de la Syrie une revendication de la population. Grâce ou à cause, cela dépend de ce que vous en pensez, du parapluie ou de la protection ou de la bénédiction de la Russie, la Syrie a été épargnée par un bombardement de la part, ou plutôt émanant, du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, au niveau de l'Irak, rappelez-vous ces fameuses preuves que brandissait le gouvernement de George Bush sous la houlette ou sous la directive de Colin Powell, qui brandissait des preuves, des soi-disant preuves de l'existence des armes de destruction massive. Les États-Unis ont bombardé l'Irak et ont tué Saddam Hussein. Cette instabilité au niveau de l'Irak, combinée à celle existante au niveau de la Syrie, sont à l'origine de l'arrivée d'un mouvement djihado-terroriste à idéologie salafiste dans ces pays-là.
et ses Daesh. Et avant cela, avant 2014, revenons sur les faits. Ce printemps arabe s'est traduit dans ces pays du Maghreb et dans ces pays du Moyen-Orient et a touché particulièrement la Libye, dont il est question aujourd'hui de parler. Alors, cette contestation a pris de l'ampleur. Des rebelles se sont constitués. Il y avait un ancien ministre de Kadhafi qui avait démissionné pour rejoindre le camp des rebelles, dont il en était responsable à un moment donné, et qu'il a piloté la destinée, dont il a piloté la destinée. Et par la suite, certaines puissances de l'OTAN ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour que ce conseil puisse donner l'ordre de frapper le régime de Muammar Kadhafi. C'est ainsi que le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU a refusé toute intervention militaire exogène ou endogène au sein de la Libye. Au même moment, s'était réuni à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont les responsables étaient à l'époque le président Georges Ping du Gabon. Et à l'issue de cette rencontre, simultanée avec celle du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine avait pris un certain nombre de décisions. D'abord, elle avait exclu toute intervention militaire. Elle avait prôné de faire un dialogue entre les deux belligérants, c'est-à-dire donc entre la Libye et le Conseil national de la transition, mené par les rebelles. Et par la suite, le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, de l'OUA, de l'Union africaine plutôt, a reconnu la légitimité des aspirations du peuple libyen à plus de démocratie, à plus de justice, à plus d'équité, à plus d'égalité, à plus de travail, à plus disons, de développement, à condition que tout se mène dans un cadre serein qui est celui du dialogue entre les rebelles et Tripoli. Par la suite, une semaine plus tard, le 17 mars 2011, on ne sait pas par quel mystère, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et a décidé d'intervenir militairement au niveau de la Libye pour protéger la population. Et c'était justement la résolution 1973 qui avait autorisé cela. Mais il n'a jamais été souligné dans cette résolution qu'il s'agissait d'attaquer et d'éliminer le régime de Muammar Kadhafi. La résolution était claire. Il suffisait tout simplement d'attaquer l'aviation militaire de Muammar Kadhafi, y compris son artillerie de guerre braquée dans la ville de Benghazi contre la population. Ainsi, le 20 mars 2011, l'OTAN frappa l'aviation et les artilleries lourdes placées dans la ville de Benghazi. Et normalement, à cette époque, cet état de fait faisait tout simplement la finalisation de cette résolution. Et ce serait au peuple libyen de définir leur destinée. Mais tel n'a pas été le cas. C'est ainsi que l'OTAN a appuyé le Conseil national de transition jusqu'à la chute du président Muammar Kadhafi et qui a été finalement tué le 20 octobre 2011.
Alors, pourquoi j'avais émis ces 4 hypothèses? Je vous avais dit que la première hypothèse était la suivante. Est-ce que l'intervention militaire au niveau de la Libye consistait tout simplement à vouloir s'accaparer du pétrole libyen? Après les recherches que j'ai effectuées, je me suis rendu compte que tel n'est pas le cas. Parce que la Libye est le 3e producteur mondial de pétrole africain au niveau de l'Afrique et 9e producteur mondial de pétrole. Et en 2011, en 2010 plutôt, d'après les chiffres de l'INSEE et d'après les chiffres d'une agence française de statistiques que l'on appelle Statista, avait dit cette chose claire, que 28% du pétrole libyen qui était exporté vers l'étranger, les 15% parvenaient à la France, les 28% à l'Italie et les autres pourcentages restants parvenaient dans d'autres pays. Et selon toujours l'agence Statista, de 1973 à 2010, le taux, en tout cas la quantité d'exportation ou d'importation plutôt du pétrole vers la France diminue considérablement au fur et à mesure que le temps augmente. Donc on peut par conséquent en conclure que le pétrole libyen n'était pas responsable du bombardement ou en tout cas de l'élimination de Muammar Kadhafi. Est-ce que pour la deuxième hypothèse, le fait d'attaquer le président Muammar Kadhafi signifie tout simplement pour l'OTAN que les pays africains étaient incapables de mener à bout leur destin en main? Je pense que cette hypothèse est à rechercher. La troisième hypothèse, qui est une hypothèse importante aussi, c'est le fait que Muammar Kadhafi avait pris la décision de concrétiser l'Union africaine à travers des actions qui sont louables. En ce qui concerne l'Union africaine, on sait que le siège est à Addis Abeba et ce même siège malheureusement a été donné par la Chine. Le bâtiment a été construit par la Chine, les meubles ont été offerts par la Chine. Bref, vous comprenez ce que je veux dire par là. Muammar Kadhafi voulait certains éléments, c'est-à-dire donc création d'un fonds monétaire africain basé à Yaoundé, au Cameroun. Il est allé même loin jusqu'à débloquer 30 milliards de dollars, ce qui équivaut à près de 15 000 milliards de francs CFA pour que puisse débuter en 2014 la mise en circulation de la nouvelle monnaie africaine. Et en même temps, il avait programmé pour que ça puisse exister au sein de la Libye une banque d'investissement. À côté de cette banque d'investissement, il voulait en même temps qu'il y ait un parlement panafricain en Afrique du Sud. Et il voulait également que la banque centrale soit à Abuja, au Nigeria. Ceci étant, du moment où cette concrétisation était presque à jour, on suppose alors que le fait que Muammar Kadhafi soit tué était calculé, programmé pour empêcher la réalisation de l'Union africaine proprement dite. Et quatrième et dernière hypothèse, nous nous sommes dit peut-être qu'il y avait une volonté d'éliminer Kadhafi parce que ce dernier possédait des informations qui pouvaient compromettre certaines personnes, en tout cas certains groupes de personnes. Et l'avenir nous a donné raison parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement que tous les soupçons qu'on avait dans ce dossier se concrétisaient.
en tout cas pour cette dernière hypothèse. Parce qu'on a vu récemment, au mois de septembre dernier, qu'un président français, que le dossier sur le financement de la campagne du président Sarkozy par la Libye était validé par la justice française. Donc voilà, à mon avis, les 4 principales raisons qui ont sans doute accéléré ou qui ont engendré l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi. Mais les 2 dernières hypothèses que j'ai citées, à savoir la troisième et la quatrième, restent les plus plausibles. Et d'ailleurs, il y a une question que je me suis toujours posée. Et à l'époque, le président de la Commission de l'Union africaine, en la personne de Jean Ping du Gabon, lors de son intervention ou de son interview à la radio RFI, le 24 avril 2011, avait dit tout simplement qu'il ne comprenait pas pourquoi, alors que l'OIA s'est opposé à toute intervention militaire endogène ou exogène en Libye, qu'il ne comprenait pas pourquoi les pays africains qui représentaient le continent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté afin qu'il y ait une résolution de l'ONU attaquant la Libye. Cela démontre encore une fois, et comme l'a confirmé les pays qui représentent l'Afrique dans ce Conseil de sécurité, qui disaient tout simplement qu'ils avaient subi une pression de la part des anciennes colonies, en l'occurrence la Grande-Bretagne et la France, pour voter pour. Donc c'est pourquoi nous on se dit, est-ce qu'en réalité, l'ONU reste une entité dans laquelle le peuple africain doit continuer à y siéger? Moi, la réponse, comme vous le savez à chaque fois, c'est non. Parce qu'en aucun moment, l'ONU n'a respecté la dignité du peuple africain. Mais vraiment en aucun moment. Et la preuve, l'exemple que je viens de dire en atteste les raisons. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un État qui fait partie de l'Union africaine, qui a décidé de ne pas frapper un pays, et derrière son président soit influencé, menacé, pour que celui qui représente son pays au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies valide, en tout cas qu'il va en contresens par rapport à la décision qu'avait prise l'Union africaine. C'est pourquoi je me dis aussi en même temps que nos États ne sont pas indépendants et ils n'ont jamais été indépendants. Voilà la petite réflexion que j'avais et j'espère que cela a été audible et je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous remercie.